Bonjour. Merci. On va commencer. J'ai vu que le retard a été récupéré, donc on va continuer sur cette lancée. Merci d'être là. Je ne vais pas être le énième à vous dire, ça fait du bien d'avoir une conférence en physique et pas en ligne, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même. On va vous parler donc des mésaventures d'Alice et Bob. Quand je dis on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Stéphane Tessier, ça fait 14 ans que je bosse dans l'informatique, j'ai fait 3 ans de développement et ça fait une dizaine d'années que je fais du cloud et de l'infra as code. Donc je fais beaucoup d'AWS et pas mal de Kubernetes. Et j'ai le plaisir d'être le manager de Mathieu, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc oui, moi c'est Mathieu, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le métier du développement principalement. J'ai rejoint WeScale il y a 1 an parce que je fais de plus en plus c'est pas un métier, mais je fais de plus en plus de DevOps. Je suis arrivé dans le monde de l'Ops par le monde de l'outillage, de la CI/CD, donc un parcours un peu classique. Et puis je suis aussi du coup depuis 1 an, je suis formateur Kubernetes aussi chez WeScale. Donc voilà, on intervient. Vas-y. WeScale, qui sait, en fait, on intervient chez des clients principalement et exclusivement en fait pour les aider à grandir sur le cloud. Donc soit des move to cloud sur du cloud public, soit sur des clouds privés, ça peut arriver aussi. Donc on publie beaucoup, on aime beaucoup partager chez WeScale, c'est une valeur importante. Donc on publie sur notre blog, on publie sur une chaîne YouTube. On publie des podcasts aussi, c'est à la mode et c'est sympa à écouter. Et puis on a des petites vidéos de présentation sur Welcome to the Jungle, pour la partie recrutement. On a ouvert récemment le recrutement en remote. Donc si vous habitez La Rochelle ou que vous voulez habiter La Rochelle et que vous voulez travailler dans une ESN qui partage tout, voilà, vous pouvez rejoindre WeScale partout en France et que en France pour l'instant par contre. Vous pouvez pas encore aller aux Bahamas. Mais oui, c'est en étude. On a aussi nos chers CTO qui vous ont préparé un petit jeu donc qui est sorti un peu avant l'été, qui est un peu imprononçable. On leur a dit, hein, mais ils aiment bien ce nom, Abra Shambhala. Donc j'ai essayé de mettre un QR code si vous voulez pas recopier le lien. Et donc c'est un petit jeu à la recherche de la cité perdue qui va vous permettre d'exercer vos talents et de confronter vos connaissances techniques sur plein de petits outils qu'on appelle chez WeScale Cloud Native. C'est-à-dire il y a du Docker, il y a du Argo CD, il y a plein de petits outils sympas. Donc le premier indice pour commencer l'énigme est en bas et après il y a 4 ou 5 énigmes un peu en mode escape game à résoudre. Et le record pour le moment c'est 3 heures pour tout résoudre. Le plus rapide, Ouais. ouais. Ok, maintenant qu'on a fini la publicité, on va attaquer dans le vif du sujet, parce que je suis sûr que parler WeScale pendant 1 heure, ça vous intéresse pas. Alors un petit disclaimer, tout ce qu'on va vous présenter, c'est la vraie vie. C'est des choses que nous avons vues en tant que consultants dans des missions ou dans des projets qui étaient situés juste à côté de nôtres. D'accord ? Donc ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Évidemment, on n'est pas là pour afficher des entreprises, des projets, des personnes. Donc, on vous a raconté une petite histoire autour de ça. L'histoire, c'est la suivante. Il était une fois un monde merveilleux où étaient Alice et Bob. Le monde merveilleux d'Alice et Bob, il n'y a pas de château, il n'y a pas de princesse. À la rigueur, il y a des dragons, parce que c'est le monde de la sécurité. Dans ce monde de la sécurité, Alice et Bob, depuis 1978, vous les connaissez sans doute, puisque une fois qu'on a parlé de admin password, comme login mot de passe, top sécurité, on pense tout de suite à Alice et Bob. Alice et Bob, ils mettent en place des protocoles, des flux d'échange, qui vont permettre d'assurer la confidentialité des échanges, ainsi que l'intégrité des messages. 1978, c'est long. Faire ça pendant 43 ans, au bout d'un moment, on comprend qu'Alice et Bob, ils en ont eu marre. Ils en ont eu marre et donc ils sont passés à autre chose. Ils ont quitté le monde de la sécurité pour aller joindre leur ancienne collègue, Eve White Rabbit,
lapin blanc pour les non-anglophones. Eve White-Rabbit, elle travaille dans une société qui s'appelle la Old School Company, et qui, en tant que Old School Company, a décidé de lancer un programme Move to Cloud. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on décommissionne nos data centers, on a tout mis sur le cloud. Ce qu'on va vous raconter, c'est les péripéties qui leur sont arrivées. Et ça, ceci en plusieurs actes. On va commencer par un premier acte, qui sera au nombre de 6, pour savoir où vous en êtes, qui va être comment conteneuriser son application. Donc, Alice demande à Bob, « Bob, j'ai besoin de lancer mon application dans Kubernetes. » Très bien, j'ai créé un pod avec 10 services, ça fonctionne. Super, merci. Donc maintenant, je vais le déployer en prod. C'est parti. Alors, on est désolé, on a oublié les perruques pour que vous repayiez mieux Alice et Bob, mais bon, vous devriez y arriver. Ok, ça tourne bien en prod, c'est nickel. Maintenant, comme je suis dans Kubernetes et que je veux tenir la charge, est-ce que tu peux me rajouter un conteneur front, s'il te plaît, parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs, ça marche super bien. Écoute, c'est facile. Avec Kubernetes, il suffit de rajouter un pod supplémentaire. Ok, mais là, dans ton pod, il y a aussi ma base de données SQL, donc je vais avoir un problème parce que je ne peux pas avoir 2 bases de données SQL, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment conteneuriser ou ne pas conteneuriser son application? Petite aparté, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on veut lancer des conteneurs, et on va en lancer un certain nombre. Et lui, il a à sa disposition un pool de VM sur lequel il va distribuer ces conteneurs qu'on appelle des pods pour qu'ils puissent tourner et répondre au trafic entrant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Alice et Bob? Ils avaient une application historique que vous voyez à gauche, qui était en fait sur un hyperviseur où chaque VM faisait tourner sa propre application. Donc, c'était bien découpé. Il y avait le front sur une VM, il y avait l'API sur une autre et la base de données encore sur une autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces 3 briques applicatives assez classiques, ils ont mis ça sur Kubernetes. Ils ont vu que dans Kubernetes, il fallait faire des pods, donc ils ont mis ça dans un pod avec un pod peut avoir plusieurs conteneurs. Donc, ils ont mis un conteneur pour le front, un conteneur pour l'API, un conteneur pour la base de données. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème ici? Alors, ils ont eu 2 typologies de problèmes. Une première typologie, c'est la résilience. Parce qu'on va avoir un pod. Il faut savoir qu'un pod, ça doit tourner sur un seul nœud. Ça ne peut pas être éclaté, même si on a 3 nœuds à notre disposition dans notre cluster Kubernetes. On ne va pas pouvoir mettre un conteneur sur chaque nœud pour un même pod. Le pod, il va être localisé sur un nœud. Donc du coup, si toutes nos applications sont dans le même pod, on ne peut pas profiter du multi-nœud. C'est dommage. Ensuite, on a un problème de scalabilité parce que, comme ils ont essayé de faire, en voulant scale la plus petite unité d'un Kubernetes que vous pouvez scale up, c'est le pod. Donc du coup, ça va scale up tous les conteneurs qui sont contenus dans ce port à nombre égal. Donc du coup, si vous voulez scaler un service front uniquement, il va falloir le mettre dans un pod dédié et isolé des autres. C'est ce qu'on appelle le découplage. Certains services, par exemple une base de données, si vous voulez la mettre dans Kubernetes, bon, je vous le déconseille pour commencer. Il ne faut pas commencer par la base de données. Mais si vous voulez y aller, il va y avoir des petites adaptations à faire selon le moteur que vous utilisez pour pouvoir scaler avec plusieurs pods d'une même base de données. Et voilà. Et donc du coup, là, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de renforcer uniquement le service front. Donc comment ils ont finalement conteneurisé cette application chez ce client, Alice et Bob? Donc à gauche, vous avez toujours l'application historique, la même, et à droite, donc le découpage est un petit peu différent où vous allez avoir des services qui vont être servis par des pods. Donc du coup, on va avoir une famille de pods front, une famille de pods API et une famille de pods base de données qui, en l'occurrence, il n'y en a qu'une parce que Alice, elle ne supporte pas le scaling de sa base de données, elle a dit. Donc là, vous allez pouvoir rajouter que du front ou rajouter que de l'API plus facilement. Quelques petits palliatifs, retour d'expérience sur cette première mésaventure. Du coup, déjà, le premier conseil, c'est de découpler votre application en service avant d'aller dans Kubernetes. Donc, du coup, vous aurez des choses qui sont découplées et donc scalables unitairement, enfin indépendamment en tout cas, les uns des autres.
Une deuxième petite possibilité, c'est d'aller un peu plus loin dans le contrôle de ce qui est déployé sur le cluster, avec par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un outil qui s'appelle Open Policy Agent, qui va pouvoir venir renforcer les contrôles d'intégrité de ce qui est déployé dans le cluster. Donc c'est en fait, ça implémente un langage déclaratif, vous allez pouvoir déclarer des règles. Vous rajoutez dans votre cluster Kubernetes, ça s'appelle un admission controller. Donc et lui, il va en fait voir tout le trafic, enfin pas le trafic, mais toutes les demandes de déploiement que vous demandez à votre cluster. Lui, il va les filtrer et il va appliquer un ensemble de règles que vous aurez déterminées. Ça va vous permettre, par exemple, avec le petit exemple slide suivante. Merci Stéphane, Alice. Ça va vous permettre, par exemple, ici, une petite règle d'exemple. Sur toutes les inputs de type pod, tu vas aller compter le nombre de containers dans ce pod. Et là, de façon tout à fait arbitraire, s'il y en a plus que 3, tu vas refuser le déploiement de ce pod. Donc là, le développeur ou le pipeline, ou peu importe qui était en train de déployer, va manger une erreur, 403. C'est interdit de déployer ce genre de pod. Et ça peut être un bon moyen de détecter un anti-pattern qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait une dizaine de conteneurs qui ne faisaient pas du tout la même chose dans le même pod. Acte 2. Construire des images immuables. Ou immutable. On sait si on dit les deux. Alors immutable, c'est plus en anglais et c'est plus pour le code. J'ai déjà eu la question. En français, c'est bien immuable. Donc Alice retourne voir Bob. Alice, Bob, s'il te plaît. Il faut déployer cette application dans un conteneur. C'est une application React. D'accord, mais il va falloir que tu injectes l'URL de l'API en variable d'environnement. Oui, pas de souci. React supporte les variables d'environnement. Il faut juste relancer un build de l'application pour qu'elle soit prise en compte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc pour ceux qui ne connaissent pas React, encore une petite introduction, c'est un générateur de sites statiques. C'est-à-dire qu'il va prendre votre code de TypeScript HTML et il va produire un HTML et un JS statique. L'utilisateur, quand il va arriver sur votre URL, il va tout télécharger et tout va s'exécuter dans son navigateur. Donc, il faut bien que dans ce JavaScript, on ait l'URL de l'API à contacter. Et l'API, l'URL, ça ne va pas être la même entre le dev et la prod. Donc là, Alice et Bob se sont dit, comme sur les conteneurs et les pods, on peut mettre des variables d'environnement, on va mettre cette URL dans une variable d'environnement. Et pour qu'elle soit prise en compte, parce que c'est comme ça que fonctionne React par défaut, on va relancer un build de notre application React. Donc c'est le yarn build qui est là. Donc une ligne de commande qu'on veut lancer quand un conteneur démarre, ça s'appelle l'entry point. On met ça dans l'entry point. Donc du coup, en l'occurrence, chez ce client-là, c'est encore une fois c'est de la vraie vie. À chaque fois que le conteneur démarrait, que ce soit en dev ou en prod, ça commençait par un yarn build. Donc on se retrouvait avec presque la même application entre le dev et la prod. Mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'un build NPM, à chaque démarrage, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va être long. Parce que comme vous le savez, un répertoire node module, ça télécharge à peu près 12 teraoctets à chaque fois, en général, en moyenne. Ça va être un peu inconsistant parce que vous pouvez risquer de récupérer pas tout à fait le même paquet qu'au moment du dev et au moment de la recette, ou ça peut même être volontairement modifié. Il y a eu des attaques de ce genre par le passé. Et puis ça peut être risqué parce que pour ceux qui connaissent bien NPM, parfois le registre NPM il n'est pas dispo. Donc du coup votre conteneur en l'occurrence il démarre pas. Ça peut être un registry privé, mais c'est à vous après de gérer le taux de dispo de votre registry, mais c'est très difficile d'avoir du 100%. Du coup on se retrouve avec une application en production qui n'est pas strictement égale à celle qu'on avait développée et surtout qu'on avait testée. Donc comment on peut éviter ça? Eh bien on va devoir faire une image immuable, c'est le mot, du dev jusqu'à la prod. Donc qu'est-ce qu'on conseille sur ces bonnes pratiques-là? Ça va être de déjà avoir un résultat du build qui est présent dans l'image finale. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le multi-stage build, ça va vous permettre de construire, de mettre dans votre Dockerfile le build, donc le yarn build, etc.,
Et puis, dans un deuxième from un peu plus bas, donc il y a l'exemple juste après, de juste garder le nécessaire pour que l'application tourne. Donc, par exemple, en React, ça va peut-être être un Nginx ou un Apache, mais il n'y a plus besoin de Node et de NPM, en fait. Ça, c'était que pour le build. Donc déjà, séparer dans l'image finale, avec des multistages, ce qui est utile au build de ce qui est utile au run. Et puis, dans l'entry point, faire attention à ne fournir que des variables d'environnement, en l'occurrence, là c'était l'URL de l'API, qui sont utiles au run, mais jamais utiles au build. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, donc là c'est comme tout à l'heure, c'est la méthode un peu plus sévère, pour éviter que vos développeurs fassent quand même des mauvaises pratiques, ça peut être d'imposer une egress policy, une network policy, qui va en fait bloquer tout le trafic sortant de vos pods vers l'extérieur, donc le build ne marchera pas. Une fois que vous arriverez dans votre cluster Kubernetes, le build ne pourra pas récupérer ces nodes modules, donc vous êtes sûr que l'application ne démarre pas. Donc petit exemple d'un multi-stage build. Vous voyez en haut, on part de node, on rajoute tout ce qu'on a besoin pour le build de Yarn. Et puis après un deuxième from, là c'est Nginx en l'occurrence, on va juste rajouter un entry point et récupérer dans le builder, donc le premier stage qui était là, qui était nommé builder, on va juste récupérer le app build qu'on va déployer. Et donc quand ce build d'image Docker est terminé, tout ce qui est avant le dernier from, donc tout ce qui est au-dessus de là, est oublié et est mis à la poubelle au niveau de la machine de build. Et seules les dernières couches à partir du dernier from là, vont être dans votre image finale et vont être publiées sur votre registry. Donc là, déjà, vous diminuez aussi votre... pour faire le lien avec la sécu tout à l'heure, vous diminuez aussi votre surface d'attaque parce que vous n'avez plus de node, plus de yarn, moins de CVE. Deuxième idée qui était suggérée juste avant, c'est l'entry point. Du coup, on a dit React, il prend les variables d'environnement uniquement au build. Comment contourner ça pour injecter notre fameuse URL d'API? Donc ça, c'est un petit code que j'ai trouvé, je vous ai mis la source là, que j'ai adapté pour ce client en l'occurrence, qui en fait va venir boucler sur toutes les variables d'environnement qui existent au niveau du shell, c'est un script SH, donc au niveau du conteneur, qui ont bien été mises au niveau de Kubernetes, et qui va les dumper dans un fichier JS que vous avez en bas. Et ce fichier JS va pouvoir être chargé par React. Lui, il ne sait pas que ce fichier JS vient d'être créé. Au premier appel, ça va pouvoir être chargé et du coup téléchargé dans le navigateur du client pour avoir la bonne variabilisation d'URL. Évidemment, il ne faut pas mettre le secret de la base de données là-dedans parce que ça se retrouve dans le navigateur du client. Et la dernière suggestion, c'est donc ça, c'est un YAML à déployer dans Kubernetes avec une typologie d'objet qui s'appelle une network policy. Vous allez dire, le pod selector, il n'y en a pas, donc ça veut dire pour tous les pods, on va mettre une policy de type egress, ça veut dire trafic sortant, par opposition à ingress, trafic entrant. On va mettre une policy de type egress qui est vide, qui n'autorise rien en fait. Donc du coup, vous ne pourrez pas sortir des pods vers Internet. Et pour ceux qui ont assisté à la conférence d'Éric Briand sur Falco, vous serez amené à faire une matrice de flux avec la network policy qui autorisera le trafic sortant vers ce qui doit être effectif. Donc vous avez gagné en sécurité, mais peut-être pas en fluidité des choses. Il n'y a rien de parfait. Voilà. Donc, deuxième embûche évitée par Alice et Bob. Ils ont corrigé leur entry point. Troisième acte, maîtriser le paradigme serverless. Alors, Alice retourne voir Bob. J'ai une application ExpressJS que je souhaiterais déployer dans une lambda, s'il te plaît. Écoute, j'ajoute un handler pour lancer l'application à chacune des requêtes. Ok, merci, mais alors là, c'est très très lent. Que se passe-t-il? Alors, petite introduction technique, une lambda, c'est le nom d'un runtime qu'on appelle serverless, en l'occurrence chez Amazon. C'est-à-dire que vous déployez du code et le cloud provider se charge pour vous d'exécuter ce code au moment où il y en aura besoin. Par exemple, à chaque requête HTTP, ça va rediriger chez le cloud provider vers votre bout de code qui va s'exécuter, servir la requête et s'éteindre. C'est ce qu'on appelle le serverless qui tourne sur des serveurs, évidemment.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Alice et Bob? Ils ont pris leur application historique qui est à votre gauche, qui était écrite en Express.js. Express.js, c'est un framework, on peut appeler ça rapidement un framework MVC, qui va prendre votre requête HTTP entrante et puis en fonction des passes dans l'URL, va rediriger vers le bon bout de code, qui soit en annotation, soit en déclaration plus statique. Donc il va faire pour vous le routage et la partie contrôleur pour emmener vers le bon bout de code chaque requête. Évidemment, dans chaque bout de code, il y aura votre fameux code métier, donc pour faire ce que votre application doit faire. Donc ils avaient ça historiquement qui tournait sur un Nginx, donc dans une VM classique. Et puis ils se sont dit, on va prendre ce code, cette application, et puis on va l'envoyer à la lambda, parce que chez AWS, par exemple, vous pouvez prendre une lambda qui sait faire tourner du JS. Donc ça devrait marcher. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'une application monolithique MVC n'est pas serverless. Il y a un conflit en fait de paradigme où en fait serverless, c'est juste le code métier, c'est juste l'essence de votre code qui doit être déployé. Toute la partie vue et contrôleur va être fournie et intégrée au mécanisme serverless. Donc fournie par le cloud provider en l'occurrence. L'autre problème d'une application MVC, c'est qu'il y a parfois tout un chargement de classes en mémoire, de classes utilitaires, etc., qui va prendre du temps à charger. Normalement, c'est chargé qu'une seule fois au démarrage de votre VM, donc ça pose pas de problème. Après, ça sert toutes les requêtes de façon rapide. Sauf que là, vu qu'on démarre le code à chaque requête, on va avoir quelque chose qui est très lent à chaque requête, parce qu'on va se prendre le temps de démarrage qu'on appelle call start. Comment éviter ça? Donc une possibilité qui en l'occurrence a été choisie chez ce client, ça a été en fait d'extraire le code métier, de s'abstraire de toute la partie qui était fournie auparavant par Express.js, en fait de retirer Express.js, on n'en avait plus besoin. Le code métier, on en fait une lambda par pan de code métier, donc on va venir découper et éclater ce code métier dans plusieurs lambdas. Et après, on va devoir utiliser les outils et les API du cloud provider pour refaire toute la partie routing et contrôleur. Donc chez AWS, ça s'appelle une API Gateway. L'API Gateway, ça va prendre votre chemin, votre pattern d'URL et le rediriger vers la bonne lambda qui contient le bon code métier que vous voulez utiliser pour cette requête. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté le code pour supprimer le framework. On a utilisé le point d'entrée fourni par le provider, c'est-à-dire que le provider vous demande d'implémenter une signature de méthode qui s'appelle chez AWS encore un handler, dans lequel vous avez un objet event qui contient tout ce que l'utilisateur avait passé par la requête. Donc le chemin, les request param, les headers, les bodies, etc. Vous allez devoir, vous n'avez pas le choix, commencer par implémenter ce point d'entrée. Il va falloir toujours avoir à l'esprit de travailler avec un temps d'exécution le plus court possible. Donc charger des librairies tierces, par exemple, vraiment s'il y en a besoin. Uniquement s'il y en a besoin. Fixer un timeout d'exécution strict, ça vous permet d'éviter que votre utilisateur il ait des appels qui prennent 10, 20, 30 secondes. Vous fixez un timeout à 1 seconde, soit ça répond pas. Et si ça répond pas, vous le verrez dès les tests qu'il y a un problème. Et puis après, si vraiment vous avez une application où il y a un call start qui est non compressible, ça veut dire que votre application elle n'est pas faite pour faire du serverless. En tout cas, pas en synchrone à servir des requêtes. Donc pour ça, il va falloir changer d'architecture, soit passer sur un mode asynchrone avec un pattern publisher-subscriber pour traiter des événements en asynchrone, ou alors pas faire de serverless, peut-être rester sur votre VM. On en arrive à l'acte 4. Est-ce que je sais faire aussi autre chose que uniquement des bêtises en étant Bob? Je sais aussi parler et je vais vous parler du chiffrement de données. Alors, chiffrer ces données, c'est bien. C'est bien. Dis-moi Bob, la sécurité m'a demandé de chiffrer nos données. Oui, maintenant c'est moi Bob. Oui, alors pas de souci, notre fournisseur cloud propose un Key Management Service pour cela. Oui, c'est fait. D'ailleurs, nous utilisons notre propre clé, c'est une contrainte sécu. Alors, qu'est-ce qu'un Key Management Service? Vous utilisez les services KMS? Oui, tout le monde? Non? Vous pouvez lever la main, ceux qui en utilisent? D'accord. D'où l'utilité de cette slide.
Key Management Service, eh ben, c'est un service cloud, enfin, on va dire popularisé par les plateformes cloud. Vous pouvez le faire chez vous si vous le voulez, mais en général, je vous conseille d'utiliser celui d'un fournisseur cloud. Ça va vous permettre de gérer des clés de chiffrement. Des clés de chiffrement symétriques, d'accord, vous aurez la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données, ou des clés, il n'y en a plus une, mais deux, une publique et une privée, pour du chiffrement asymétrique. Vous l'aurez compris, ce service vous génère donc des clés. Ces clés, vous allez les utiliser. Ce n'est pas le service qui va faire le chiffrement des données en lui-même, c'est vous qui allez le réaliser. D'accord ? Le service KMS, il vous met juste à disposition des clés de manière chiffrée, que vous pourrez donc stocker quelque part, ou de manière déchiffrée lorsque vous voulez faire les déchiffrement de vos données. C'est très important ça. L'utilisation qu'on va en avoir, on va en identifier trois types. Premier type, c'est ce qu'on va appeler le server-side encryption. Server-side encryption, ça va être principalement lorsque, côté back-end, donc chez votre fournisseur cloud, lorsque les données sont arrivées, eh ben, vous allez activer le chiffrement KMS vers des services tiers qui sont aussi fournis par ce fournisseur cloud. Un exemple, un object storage. Object storage du type S3, un bucket S3, vous allez dire, dès que les données sont envoyées sur un S3, par exemple chez Amazon, ou un équivalent Google et autres, eh ben, chez cet opérateur cloud, il va y avoir un appel à un KMS aussi fourni par ce cloud pour chiffrer vos données. D'accord ? Donc ça, c'est réalisé côté cloud. Autre exemple de chiffrement côté server-side, chiffrement de disques, de bases de données. D'accord ? Vous montez une base de données RDS, vous allez pouvoir dire, je veux que cette base de données soit chiffrée. Les disques attachés à mes VM, je vais vouloir qu'ils soient chiffrés aussi via un appel au service KMS. Seconde typologie d'accès, le client-side encryption. Vous l'aurez compris, c'est côté client, donc c'est-à-dire avant d'envoyer les données sur un réseau, généralement de non-confiance type Internet, c'est-à-dire sur votre navigateur ou sur votre application client lourde qui va s'exécuter en distante, vous allez effectuer le chiffrement. Donc appeler des services KMS. Donc ça, ce sera dans votre appli. D'accord ? Vous aurez des libs de crypto embarqués qui feront les appels au KMS. Et dernier type, une encryption custom. Là, c'est à vous un peu de définir ce que vous voulez chiffrer. Par exemple, des secrets bancaires, des informations de santé. Pour tout ça, vous allez donc appeler un KMS qui propose une API très simple. Chiffrement symétrique, je veux une data key. Donc je veux que tu me génères une data key. Ça va vous retourner une clé de chiffrement claire et chiffrée. Ou bien je veux décrypter une clé de chiffrement que tu m'as donnée précédemment. Vous avez la même version côté asymétrique, où là on ne parle plus de key mais de key pair, public-privé. Le KMS, c'est super, parce que ça permet de sécuriser des données. Et on aime bien être sécurisé au point de vue de données. C'est tellement super qu'en plus vous avez des modes de consommation qui sont extrêmement simples, en particulier quand on parle de Service Manage. Service Manage, vous avez juste à activer une option, si elle n'est pas déjà activée par défaut, qui est « J'active le chiffrement de données ». D'accord ? C'est une checkbox. Tout se fait de manière transparente. Vous avez un mode un peu plus complexe qui va entraîner plus de responsabilité. On va parler de Customer Manage Master Key. C'est-à-dire que là, vous pouvez indiquer une date d'expiration, des autorisations, c'est-à-dire qui pourra appeler le Generate Data Key, Decrypt Data Key, et éventuellement importer vous-même votre clé de chiffrement Master Key. Cette Master Key, qui est à la base de tout, qui permet de gérer les autres clés de chiffrement, vous pouvez aussi la gérer dans du hardware controlled. C'est-à-dire qu'un fournisseur cloud vous dit, ce n'est pas mon service qui génère les clés, c'est un boîtier physique fourni par un équipement qui est bien connu, qui va être utilisé par exemple par l'armée ou autre, qui va répondre aux demandes de génération de clés. Là, on va parler de Bring Your Own Key aussi. Et le dernier niveau, c'est le Customer Hardware Control. Ça, c'est un peu suicidaire, mais il y a des cas d'usage vraiment pour des entreprises qui sont sur des secteurs très spécifiques, où là, le chiffrement, les boîtiers de chiffrement sont chez eux. Et il y a une interaction entre ce qui se fait chez eux et les plateformes cloud. Ce qui est important, c'est de voir cette notion de responsabilité. Plus on va vers la droite, plus vous avez de choses à faire. Alors,
Dis-moi Bob, on a eu un incident majeur ce week-end. La base de données, la VM et tout notre stockage d'objets étaient KO. Ça doit être un problème réseau, comme d'habitude. Ouais, alors pas cette fois-ci. En fait, c'est le chiffrement. La clé a expiré et c'est Chuck qui l'avait généré sur son poste. Bon courage. Surtout que Chuck était prestataire et Chuck est parti. Que s'est-il passé? La clé master key, qui permet de gérer toutes les autres clés de chiffrement, elle a été importée. D'accord? Parce que côté sécurité, soi-disant, il n'y avait pas confiance en le fournisseur cloud, donc on a voulu gérer nous-mêmes nos propres clés. C'est ce qui a été fait sur ce projet. Donc un prestataire a généré une clé, a mis ça en tant que master key, et il a mis une date d'expiration à 1 an. Et ben, au bout d'1 an, la clé a expiré, et on ne pouvait plus rien faire sur ce projet. C'est-à-dire que niveau IaaS, infrastructure as a service, les machines virtuelles n'avaient plus accès au disque. Les bases de données RDS, plus accès au disque. Et les stockages d'objets, les backups des bases par exemple, chiffrés eux aussi, indisponibles. Donc on était très contents. Donc plus de services, mais surtout, et c'est beaucoup plus grave, plus de données. Ce qui a pu se faire, ça a été de récupérer la clé emportée pour recréer les bases de données. Si cette étape-là n'avait pas été réalisable, en fait, tout aurait été perdu. D'accord? Donc ça, c'est très très grave. Alors, maintenant qu'on a vu la cause, parlons des palliatifs. Premier sujet, pas de zèle sur la sécurité. En fait, le sujet de créer une master key de chiffrement, importer et mettre une expiration d'1 an, en fait, personne ne l'a demandé. D'accord? C'est un consultant qui a décidé de faire ça, pensant que ce serait bien. En fait, c'était pas bien. Être irréprochable sur la gestion des expirations. Quand on parle d'expiration, en général, si vous faites beaucoup de DevOps, ça doit vous faire penser à des certificats. Aujourd'hui, en 2021, la gestion d'expiration de certificats, c'est toujours un gros sujet qui, malgré tous les mécanismes qui sont disponibles pour automatiser le renouvellement de certificats et autres, il y a encore beaucoup de temps passé. Donc quand on parle expiration, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va faire boum, et donc il faut l'anticiper. Donc il faut un process de gestion de ces expirations. Une notification en amont, qui va être notifié, qui devra faire quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quand le composant a expiré. Avec un monitoring. D'accord? Via l'API Cloud, sur une clé de chiffrement KMS, une master key, on est capable de savoir quand est-ce qu'elle expire. Et sans doute, alors là on touche à une question d'organisation d'entreprise, avoir un pôle de sécurité qui soit opérationnel et pas juste donneur de leçons, donneur de bonnes pratiques. Avoir un vrai pôle sécurité qui prenne la main sur ces sujets, plutôt que de laisser ça à la charge des équipes de dev. Et donc, il soit même de gérer les clés de chiffrement. Acte 5, la sécurisation des secrets. Bob, j'ai vu qu'on avait des secrets dans nos repos Git. Pas de souci, on va mettre en place une solution de gestion de secrets. Ouh, ça a l'air fort pratique. Est-ce que vous utilisez des secret managers? Ouais? Ok. Pas beaucoup. Du coup, je détaille cette slide. Un secret manager service. Rien à voir avec le SMS. Il y a beaucoup d'acronymes dans notre monde. Un secret manager service, ça vous permet de gérer des secrets. Un secret, c'est quoi? Un secret, ça va être en premier lieu des certificats clients pour des authentifications mutualisées. Ça va être pourquoi pas des clés privées. Ça va être évidemment des login passwords. Et oui, ça peut être des tokens, type OAuth. Avec tout ça, vous allez être capable de vous authentifier sur différents systèmes. Des systèmes qui vont être chez vous et des systèmes qui vont être à l'extérieur de chez vous. Ces authentifications, elles vont d'abord être requises par vos applications. Vous avez une API qui appelle une API qui est ailleurs chez vous. Et vous allez, en bonne pratique, vouloir vous authentifier. Ou appeler un fournisseur tiers. D'accord ? Par exemple, un fournisseur de paiement. Ou au sein de votre application, vous n'avez pas de service, mais vous avez par exemple un serveur applicatif qui a besoin de se connecter à une base de données, et il va lui falloir un login mot de passe. Vous avez éventuellement votre CI/CD.
d'accord, toute votre usine qui va faire les déploiements, qui va devoir déployer une base de données, initier un schéma de base de données. Pour ça, il lui faudra des credentials pour traiter la base de données. Et puis, vous avez les opérateurs. En fait, les opérateurs, c'est vous. D'accord ? Vous-même, vous pouvez avoir besoin d'accéder à des secrets pour interagir avec votre application ou faire des tests auprès d'entités externes. L'intérêt du Secret Manager Service, c'est que vous allez être capable de gérer des autorisations. Parmi ces 3 typologies d'accès, lesquelles je vais vouloir autoriser sur tel et tel objet, et suivant quelles règles. Par exemple, un opérateur, je vais pouvoir l'autoriser que la nuit ou suite à une validation faite parce qu'il y a une astreinte et il y a un incident de prod. Vous êtes capable de pouvoir loguer toutes les actions, qui a créé toutes ces entités, tous ces credentials, qui les a modifiés, qui y a accédé. Et puis surtout, vous pourrez mettre en place de la rotation. Rotation, c'est les logins mots de passe, on va les changer toutes les semaines. On les change là-dedans, ça va déclencher un événement qui va être récupéré par ma CI/CD pour éventuellement refaire un déploiement, remettre à jour certaines choses. Bob, je ne retrouve pas le mot de passe admin pour la base de prod. Ah, effectivement, on a perdu tous les mots de passe là. Effectivement, dans les logs, je vois que Chuck, dont nous avions parlé tout à l'heure, décidément, Chuck est très fort, il a fait un Vault Disable Secret. En prod. En prod. Les problèmes, plus de secrets. Donc le KMS a pu. Alors on est bien embêté, ça veut dire plus de déploiement. Ça veut dire que la CI/CD, elle ne peut plus accéder à ces bases de données pour faire des upgrades de schéma. Les comptes de services cloud sont éventuellement indisponibles. Donc la CI/CD ne peut plus appeler la plateforme cloud pour mettre à jour des autoscaling groups, des conteneurs, ce genre de choses. Et puis les comptes applicatifs utilisés par la CI/CD sont plus là. D'accord ? Donc si j'ai des tests dans mes pipelines, tout ça. Mais là où je suis un peu plus embêté, c'est mon application. Elle ne fonctionne plus. Pourquoi ? On est dans un monde où on aime bien mettre, alors on le subit peut-être, on a des composants éphémères. D'accord ? On parle beaucoup de Kubernetes. Kubernetes, ça fait plein de choses. Mais Kubernetes a une propriété, c'est des composants éphémères. Je ne reparlerai pas de la présentation de tout à l'heure sur Falco, où on disait le pet versus cattle, mais la durée de vie d'un conteneur, c'est quelques jours, grand max. D'accord ? Les lambda, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est serverless, c'est quelques heures. Ce qui veut dire que toutes les quelques heures, il y a un besoin de redémarrer des contextes d'exécution qui vont avoir besoin de récupérer des secrets. Et donc on crée une dépendance très forte entre une plateforme applicative et ses kits management services. On est aussi dans un monde où on aime bien avoir des credentials qui expirent très fréquemment. La grande mode, là, c'est de réduire les durées sur tous les tokens. Un token, quand il dépasse l'heure, on n'aime pas. D'accord ? C'est-à-dire toutes les heures, il faut être capable de rafraîchir tous les tokens. Donc là, plus de secrets, plus rien. Le problème de perdre les secrets, c'est qu'il va falloir les régénérer. Parfois, on est capable de les générer nous-mêmes. Là où c'est plus compliqué, c'est quand les secrets, ça a été un chef de projet qui a envoyé un mail à une société externe disant voilà, on va travailler ensemble, on a besoin d'appeler vos API, il nous faut un client ID, client secret. Et puis 3 semaines plus tard, le mail a eu une réponse. Faire ça alors qu'on n'a plus de prod, on n'est pas confortable. Il se trouve que là, tous les secrets étaient en fait générés dans la phrase code. Il n'y avait aucun secret qui était statique. D'accord ? C'est ce qui a sauvé cette partie-là. Les palliatifs. Premier point, sauvegarder le Secret Manager. Secret Manager, oui, ça peut, comme toute donnée, finalement c'est de la donnée, ça peut se backuper. Ça peut chiffrer en backup et on fera attention à la clé de chiffrement du backup, vous l'aurez compris. Il se trouve que c'était quelqu'un qui a fait une opération pensant traiter du dev, alors qu'en fait il était sur la prod. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu, et c'est pourtant quelque chose, à titre personnel, je suis de moins en moins à l'aise avec ça. On automatise tout plein de trucs, ce qui veut dire que sur des postes, sur certains postes, on est capable d'accéder d'une manière transparente à de la prod comme à du dev, et indiquer clairement sur quel contexte on travaille, ça a du sens. Et enfin, le dernier point, c'était
de restreindre les actions en prod. C'est-à-dire que désactiver un back-end de secret sur une prod, en fait, ça ne devrait pas être possible. Donc cette opération de Vault Disable Secret, la personne qui a fait n'aurait pas dû avoir les droits de le faire. D'accord ? On en reparlera derrière avec les sujets d'infra as code. À minima, ça veut dire lorsqu'on met en place des services sur lesquels il y aura des interactions avec des opérateurs, à minima avoir une typologie d'accès administrateur, power user, read-only. Évidemment, si on met tout le monde en administrateur, bon, on n'a peut-être rien gagné à faire ça. Et derrière, avoir une distinction staging et prod. Et sur de la prod, avoir peut-être une validation tiers. Être deux à faire des opérations. Dernier point, automatiser comme un champion. Bob, on en est où dans notre infra as code ? On est au top là, on a besoin de 5 minutes seulement pour déployer une plateforme. Tout est automatisé dans la CI/CD. Ah, c'est super, on va gagner du temps. Bob, on a gagné beaucoup de temps, mais là je vois que 12 bases de données ont été supprimées hier soir. Comment c'est possible ? Il semblerait que ce soit un refacto du code d'infra. Oups. Alors, infra as code, c'est génial. Le but de l'infra as code, c'est d'automatiser et donc de gérer des templates de plateforme. C'est-à-dire que votre prod, c'est un template avec quelques variables, mais ça va être grosso modo la même chose qu'une plateforme d'intégration. La finalité, c'est d'avoir un environnement qui va être un ensemble de configurations qui vont pouvoir appeler des modules, se retrouver donc dans différentes configurations, et puis des valeurs propres à cet environnement. À partir de ça, vous êtes capable de définir différents environnements. Un environnement de feature branch, un environnement de staging, et puis un environnement de prod. Le problème, c'est que quand on fait de l'infra as code, il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est que inévitablement, un jour, on va devoir faire du refacto. C'est-à-dire que le découpage qu'on a fait en configuration, le découpage, l'organisation du code d'infra, on va vouloir y retoucher. D'accord ? C'est impossible de faire un code d'infra qui soit bon le premier coup et qui n'a pas évolué d'un point de vue organisation au bout de 6 mois. Donc on va faire du refacto. Autre sujet, on va vouloir indiquer des valeurs spécifiques sur la prod. Par exemple, là, il y a une base de données que je retrouve ici. Ici, et bien peut-être qu'en prod, je vais vouloir qu'elle soit en achat. Et donc avoir deux instances avec une réplication. Le problème, c'est que d'un point de vue infra as code, c'est la même entité. C'est une base de données. Bien souvent, quand je passe de ça, une base non répliquée à une base répliquée, je vais avoir une destruction de ma base et une récréation d'un nouvel objet base de données qui sera vide. À quel moment je mets une approbation sur des changements ? Puisqu'on veut automatiser, donc on veut que tout se fasse d'une manière transparente. Oui, mais parfois, il y a des changements qui ont des conséquences sérieuses. Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire que le refacto, c'était non pas un découpage de modules qui va créer un nouvel objet, mais c'est de changer la configuration de base de données pour avoir la haute dispo. Ça fait que la base de données a été supprimée et recréée vide. On est content d'avoir une base hautement disponible, mais on est moins content qu'elle ait aucune donnée. Donc, plus de base de données, plus d'application. Alors vous me direz, si la plateforme n'est pas encore ouverte, c'est pas grave. Ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, déjà protéger les ressources longues à la création. Ça rejoint un peu le sujet des mots de passe sur lesquels il faut demander des mails, enfin par mail à quelqu'un d'une société externe qui, pourquoi pas, est sur un autre fuseau horaire. Il y a des ressources qui sont extrêmement longues à créer. Une base de données ou un cluster de cache, on est sur 20 minutes, dans certains cas une demi-heure. Donc se dire que ces ressources-là, si on sait que ça a mis plusieurs dizaines de minutes à créer, peut-être qu'il y a un gros risque et qu'on va vouloir déjà les protéger. Donc base de données, cache, des distributions CDN, des connexions VPN. Les protéger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, suivant votre solution d'infra as code, vous pourrez utiliser différents mécanismes. Dans certains cas, la solution d'infra as code pourra supporter des retain policies. D'accord ? C'est votre infra as code qui, lorsqu'elle voit une suppression, dit « Ah là là, tu me demandes de supprimer ça ? Non, je ne le fais pas. » Vous êtes aussi capable
mettre une notion de retail policy, non pas au niveau infra as code, mais au niveau de la plateforme cloud. De protéger, par exemple, des buckets S3 de suppression. Vous pouvez aller plus loin et vous dire, au niveau de la plateforme cloud, j'ai demandé des autorisations avec un MFA, qui va supposer que ce ne soit pas une CI/CD en mode automatique qui applique ça, mais qui est quelqu'un qui dise « ouais, c'est bon, c'est normal. J'ai bien vu les changements qui allaient être faits et je les approuve. » Les backups, ça c'est bien. Le problème des backups, c'est que parfois les backups sont associés à des objets cloud, et donc supprimer l'objet cloud supprime les backups. Ça c'est moins bien. Et puis travailler sur les pipelines. Notamment les pipelines de prod, peut-être ne pas être en mode tout automatique. D'accord ? On parle toujours de déploiement continu. C'est un peu le Saint Graal. Ouais, faut faire attention. Par exemple, on pourrait imaginer des policy, Open Policy Agent, dont Mathieu vous a parlé tout à l'heure, qui pourraient bloquer certains plans Terraform, par exemple, par rapport à des règles que vous aurez indiquées. Bravo Alice et Bob. Merci. Je crois qu'on a atteint le Saint Graal du cloud après ces 6 embûches. Donc ils ont atteint leur destination et ils eurent de nombreuses applications cloud natives. Voilà. Donc l'épilogue de toutes ces petites scénettes, en fait on avait plein d'idées, plein de sujets, surtout que comme je vous disais on partage beaucoup chez Whiskel, donc tout le monde y allait de sa petite anecdote, donc on a dû trier. Il y avait plein d'autres sujets, des services transverses qui n'étaient pas au dispo, des changements de quotas sur les images registrées. Ça vous parle, le Docker Hub qui change sa politique de tarification? Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Voilà, des bases de données accessibles, des index Elasticsearch qui se reposent sur un seul pod, enfin, beaucoup d'anti-patterns. Nos conseils un peu plus généraux après en conclusion, c'est que si vous avez l'impression qu'un pattern, un concept n'est pas bien maîtrisé, il faut éviter d'y aller. Il faut peut-être se former d'abord, il faut peut-être se documenter, s'entraîner. Il faut faire attention. Il faut savoir que everything fails all the time, c'est le shit happens je crois que c'est le CEO d'Amazon qui dit ça, qui aime bien dire ça. Il dit juste ça. Ça, c'est toi, ça. Ouais. C'est toi qui dis ça. Il faut être prêt à ça. Là-dessus, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser le sujet du chaos engineering, qui vise à en fait introduire de façon exprès des choses qui cassent pour voir comment va réagir votre infrastructure et votre application. Donc ça, c'est un sport à la mode en ce moment. Et puis, penser faiblement couplé, c'est un peu le fil rouge de toutes ces anecdotes. C'est sans aller jusqu'au microservice qui a d'autres inconvénients, mais en tout cas, essayer de découper en plusieurs services indépendants les uns des autres. Ça vous évitera des galères et des incidents trop vastes. Un morceau de pub encore. En plus, il y a moins 100% sur le tarif en ce moment, donc c'est pas cher. Et il y a encore un QR code. C'est un Cloud Radar, donc c'est une publication en mode livre blanc faite par Whiskel qui résume et creuse beaucoup de sujets qu'on a vus ici. On vous a pas tout mis, on a fait un extrait aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à le récupérer, c'est gratuit contre une petite donnée personnelle. Il a toujours été gratuit. Le paiement, c'est votre adresse mail, comme souvent. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour votre attention.